Salut tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve pour Parlons en fiction, la rubrique où je parle de gens fictifs, de rapports à la fiction au travers de soit d'événements récents ou de sujets qui me sont venus en tête. Et on va commencer la semaine spécialiste Isekai avec Parlons en fiction, puisque ça va me permettre de définir le genre, dire ce qui ne me plaît pas, ce qui me plaît, quelles sont les opportunités qui ont été bonnes ou qui ont été ratées, et surtout, vu qu'on parle de fiction, mais aussi de JDR et bien d'autres applications aussi, je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle quant au sujet. Alors, on va commencer par une définition totalement pas basique, puisque c'est quand même assez à la fois concis et efficace. On va parler de la définition donnée par Wikipédia. Ok. Allez, c'est parti. Alors, Isekai, en littérature ou littéralement autre monde, est un sous-genre de la fantasy japonaise, dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage téléporté, transporté, piégé ou réincarné, voire ressuscité, dans un univers parallèle. Cet univers peut exister déjà dans le monde du protagoniste comme dans un monde imaginaire, sans qu'il en ait nécessairement connaissance. Il est souvent inconnu du protagoniste, sous forme quelconque, mythologique, univers provenant de livres, univers virtuel de jeux vidéo devenus réels, etc., etc. Ce monde imaginaire se révèle alors de manière insoupçonnée exister en vrai en tant que sa propre entité, indépendamment du monde de provenance du protagoniste. L'isekai définit ses codes vers la fin des années 2000, époque durant laquelle le genre devient populaire. Mais certaines œuvres de la littérature occidentale comme Alice au Pays des Merveilles et Le Magicien d'Oz peuvent être considérées à plusieurs égards comme des proto-exemples du genre. Et ils ont pris deux excellents exemples. Alors, du coup, pourquoi je parle du genre Isekai? Est-ce que ça veut dire que j'apprécie le genre Isekai? Ben, pas particulièrement en fait. Mais ce n'est pas tellement la faute du genre Isekai et aussi de ce qu'il a popularisé, c'est-à-dire on dit les Japonais, et oui le terme il est japonais, mais en fait, quand je réfléchis à ce que j'avais déjà vu à l'époque dans les années, vers l'approche des années 2010, donc quand je dis l'approche des années 2010, c'est vraiment 2007, 2008, 2009. Je commençais déjà à voir sur le net des personnes qui faisaient à peu près comme moi, c'est-à-dire que on ne savait pas dessiner, on écrivait des scénarios de manga, on faisait des pages, ça se partageait sur des sites où des gens faisaient ce qui allait devenir des light novels en mettant juste en étant minimaliste au niveau des illustrations ou des espèces de proto-romans ou nouvelles qu'on pouvait trouver sur différentes plateformes qui étaient assez timides ou des forums. Donc c'est quelque chose que je ne méprise pas, c'est quelque chose que je n'aime pas dans ce qu'il est représenté dans la façon asiatique, mais pour le côté occidental, j'ai presque envie de dire, euh, c'est quelque chose qui s'est plus ou moins bien mis au départ. Donc les proto-exemples qui ont été donnés, ce sont de très très bons exemples. Mais même au sein, par exemple, de la culture anime et manga, il y avait déjà des isekai également. Voilà. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple de Digimon. Digimon, je pense qu'on pourrait le classer. Je crois qu'il a été mis dans le Wikipédia comme exemple. Monster Rancher aussi. Et puis, le plus bel exemple pour moi d'Isekai, la plus belle histoire d'Isekai que j'aurai à vous raconter à la fin, vient aussi en fait vient de jeux vidéo, mais qui est aussi un très très bon exemple. Alors du coup, quel est le problème avec le genre Isekai? Alors en premier lieu, je pense que le premier élément qui me dérange le plus avec le genre Isekai, je dirais déjà c'est l'identification dans la vaste majorité des cas du protagoniste. Et là, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui ne pourrait concerner que les Asiatiques, mais je pense que par un certain, comment dire ça, par une certaine surconsommation de certains médias orientaux, les Occidentaux sont aussi touchés par ça. Le truc, c'est le premier problème pour moi, c'est le fait que la plupart des personnages, ce sont des personnages qui, au départ, sont
c'est soit des personnages auxquels les lecteurs peuvent s'identifier, soit ce sont des gros losers. Pour moi, c'est un véritable problème. Les cas d'isekai que j'ai eus et que j'ai appréciés, soit c'était des gros losers, mais en fait c'est plutôt dans un sens comique, puisqu'ils avaient vraiment leur propre qualité qui allait au-dessus, soit parce que c'était vraiment quelque chose qui... Comment dire ça? C'était quelque chose qui allait très très vite changer. Voilà. Ou à la limite que le truc soit un ressort comique. Mais voilà. Alors, pour moi, il y a beaucoup de types de héros. Je ne me réfère pas tellement aux héros mille visages pour pouvoir déterminer en fait si le isekai est un bon genre fictif ou pas. Je vais vous donner directement ma conclusion. Je pense que le genre isekai peut être un bon exemple de culture, en fait, de culture ou de genre fictionnel qui peut être viable. Le problème, c'est qu'il a énormément de représentants, mais il a énormément de mauvais représentants. Donc, pour moi, il y a en gros trois types de héros qui arrivent en fait à percer. Excusez-moi, j'ai galéré un peu. Le type de héros auquel on peut s'identifier, donc visiblement c'est présent, donc voilà. Le type de héros qu'on a envie de suivre, c'est-à-dire qu'on a envie d'accompagner, on a envie d'être côte à côte de cette personne-là, et le type de personnage qui a une grande histoire qui l'attend et qui a une présence qui est même, on va dire, aux antipodes même de son propre monde, et qu'on se dit, je veux voir comment il va évoluer. Le problème, c'est qu'avec le genre Isekai, on tombe très fatalement, en tout cas dans les... Ça va, c'est quoi le bon Isekai, c'est quoi le mauvais Isekai? C'est vrai que c'est un petit peu le sketch du chasseur des inconnus, mais je pars du principe que quand tu essaies de t'identifier à en fait, soit parce que toi, tu es en fait, tu décides d'en faire une projection en tant qu'auteur, ou que tu sais que tu vas t'identifier, tu vas faire les lecteurs s'identifier au personnage, ça donne d'énormes catastrophes. Alors ça, c'est pour moi le premier problème. Mais je vais quand même aller encore plus loin. Alors là, on va dire, je vais faire un peu de psychanalyse de comptoir, mais le problème, c'est que je pense que je ne vais même pas me louper là-dessus. Je vais pas seulement vous dire que c'est que le fait qu'il s'identifie soit une mauvaise chose, puisque ça fait partie des trois grands trucs qu'on voit en matière de protagoniste, mais le problème, c'est plutôt quelle forme on décide de donner à tout ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On va dire ça sans j'ai l'impression que j'essaie de minimiser, de réfléchir un petit peu. Mais en gros, pour être clair, quand je disais que parfois les protagonistes sont des gros losers, et je dis en même temps qu'il faut s'identifier au lecteur, c'est malheureusement que c'est le cas. Mais par extension, quand on regarde le principal, on va dire la principale intrigue, la principale projection que font les auteurs, surtout quand ils font des choses en Orient, quand ils font des choses en Orient, très souvent, c'est pour le faire en Orient, c'est pas pour aller en Occident. L'Occident, c'est pas que ça les fait chier, mais ça peut commencer à faire chier. Je ne leur donne pas tort tout à fait là-dessus. Ceci est un autre débat, nous ne l'avons pas ici. Mais le gros loser qui a du mal à pécho, qui a du mal à s'exprimer, qui n'est pas nécessairement bien adapté à son environnement, ça c'est pas être un gros loser de ne pas trop être adapté à son environnement, c'est une combinaison qui fait que le personnage, si vous êtes, en tout cas, je vais prendre mon exemple à moi, si vous êtes à peu près comme moi, ça peut donner, ça peut donner un très mauvais, une très mauvaise combinaison et une très mauvaise appréciation. Quand je dis comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie pas seulement de me baser sur les dessins, sur les images, tout ça, mais vraiment sur ce que ça raconte. Donc ça, c'est le premier point. On sait que les Asiatiques ont du mal à baiser. La preuve, ils sont en train de décimer des animaux qui sont en voie de disparition pour ça. Pourtant, le problème est toujours présent et ils ont toujours fait ça. Donc, est-ce qu'ils ne devraient pas tirer des leçons des éléphants qui sont un petit peu flexibles pour essayer d'apprendre une nouvelle façon de baiser? Je pense que oui.
Ah là, il n'y aura pas de filtre. Là, c'est mort. Je ne peux pas faire de filtre. Si je mets du filtre là, je vais piétiner, on va être là pour 40 minutes. C'est un problème chez eux, ça ne nous regarde pas. C'est chez eux qu'ils consomment le plus gros des trucs. Mais c'est vrai que c'est chiant que tu vois toute la misère sexuelle des personnages et que ça transparaît. Je vais vous donner un exemple, puisque je sais que la plupart des personnes de mon public, ils sont déjà d'une certaine tranche d'âge. Donc je pense que surtout si on parle de fiction, moi je parle principalement de jeux de rôle, donc probablement que des personnes soient attirées par le jeu de rôle. Il faut savoir que les gens qui sont de la culture anime manga, et je pourrais même les encadrer, c'est pas la même catégorie, mais de la culture un peu furie, personnage anthropomorphique, c'est deux strates de personnes, deux catégories de personnes, que quand ils vont essayer de se projeter dans un jeu de rôle, on va les rejeter. On va leur dire, ah t'aimes ça? Non mais on veut pas te voir à la table. Il y a des raisons, ça on l'expliquera dans le JDR qui va suivre. Cependant, au travers de cette espèce de frustration sexuelle, pour vous montrer un petit peu c'est quoi le délire, c'est qu'il y a aussi cette facette de soi, le personnage, il va essayer de faire de la power fantasy, c'est-à-dire qu'on est dans le superlatif, il est fort, il est presque tout le temps en position de force, il attire les donzelles, il va se bâtir un harem. S'il se bâtit pas un harem, il va être dans une espèce d'ambiance cosy où il a fait une rencontre fatidique. Et malheureusement, dans la majorité des récits que j'ai lus ou que j'ai regardés, c'est une personne qui était dans une position où on va dire qui allait se faire V-word, voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir, et que la personne, elle allait se faire V-word, voire même qu'elle était une esclave avant, elle rencontre cette personne providentielle qui est finalement monsieur tout le monde, mais qui a une compétence qui est pétée ou un pouvoir qui est cheaté, on verra ça dans tout à l'heure, et qui, soudainement, elle, on va dire, elle aura la garde en crue, et c'est la personne, on va dire, c'est la personne idéale, c'est la personne providentielle pour elle. Ça se voit que ça a été créé pour attirer certaines personnes. Alors c'est là où peut-être que mon problème avec le isekai commence, c'est parce que le genre isekai et parfois certaines fantaisies qui sont sorties, certaines œuvres de fantasy qui sont sorties du milieu du manga ou de l'anime, ont commencé à ne plus s'adresser à une strate de la population. On leur dit, c'est dans cette catégorie-là, on leur dit, non, venez, on sait ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que c'est le processus inverse. Avant, les gens créaient une œuvre et puis en fait, on lui disait, ouais, bon, ça a l'air un peu mature, ouais, mais ça, c'est plutôt jeune. Ah oui, mais c'est un peu universel, donc on va le mettre à un niveau jeune, mais les gens pourront avoir une bonne lecture de ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Berserk, c'est un seinen, donc c'est destiné aux jeunes hommes, ça a des thèmes matures. Et Hokuto no Ken, qui aussi a des thèmes matures, et pourtant était pourtant considéré comme un shonen, me semble-t-il. Et il n'y a pas de déclassification ou de changement. Ce que ça relève, c'est qu'on est dans une ère du temps en particulier. Le petit problème, c'est que quand on arrive au point où on te dit le public destiné c'est ça, et qu'on passe à on sait à quoi ils pensent ces gars-là, on va faire des trucs pour leur plaire, est-ce qu'on est en train de produire quelque chose de nécessairement bien? La preuve en est que non. Après, on pourrait mettre ça aussi au niveau du jeu vidéo, pas le fait d'attirer une audience sur lui donnant ce qu'il aime, mais aussi par le fait que il y a de très très bons représentants et que quand il y a une grande révolution dans le genre isekai, il y a une centaine de copies carbone. Donc pour peu, tu peux tomber sur une mauvaise pioche. Le truc, c'est que je vais pas faire l'erreur de vous dire voici les isekai que vous devriez regarder. Parce que si vraiment le genre vous intéresse, il vaut mieux que vous vous lanciez ou que vous compreniez mon propos. Et le but du Parlons en fiction, c'est vraiment de parler de la structure. Donc, on voit déjà, on va résumer quand même déjà les premiers poèmes jusqu'à présent. La détresse sexuelle des personnages, en fait des auteurs qui transparaissent dans l'œuvre, ou la volonté de viser une audience. En premier lieu, il y a le fait que c'est un personnage auquel les personnages s'identifient. Gros loser.
Désolé. Et puis ensuite, on va passer à l'autre étape, c'est évidemment le problème, c'est que les personnages ont des compétences ou des pouvoirs qui sont désormais trop pétés. Vous savez, le truc qui fait que aussi, je pense que je suis resté aussi longtemps à écrire des scénarios ou des choses comme ça, ou même par extension pour le JDR, c'est parce qu'en fait, j'ai compris qu'il existait des structures narratives, j'entends, ou des structures d'écriture, que c'est bien de les comprendre, de les analyser et peut-être de les recomposer pour pouvoir raconter quelque chose d'autre si besoin. Si la chose n'est pas cassée, il n'y a pas de raison de la changer. Vous avez la situation initiale, l'élément perturbateur, ou l'objectif, voilà, les péripéties. Ensuite, il y a les différents événements majeurs, voilà, parfois la confrontation dans ce type d'œuvre. Ensuite, tu as la résolution de la situation, puis tu as la conclusion. Alors, que les conclusions soient décevantes, c'est pas vraiment surprenant, parce qu'en fait, tout ce qui est asiatique, dans tous les mangas, les animés, peuvent avoir des fins qui finissent par décevoir les gens parce que il y a cette espèce de sérialisation, le fait qu'on suit de semaine en semaine et que en fait les gens ont une lecture de l'œuvre parce qu'ils l'ont eu dans le nez dès le début et d'autres qui le découvrent en tomes reliés et qui arrivent à avoir une autre expérience. Pour moi, c'est deux expériences différentes. Mais quand tu rajoutes à ça le fait que tu vises un cœur de cible et que tu vas finir par faire un personnage qui finalement, ses péripéties, c'est des petits événements. C'est le personnage qui va briller. Alors là, je vais commencer peut-être à être dans une strate un peu plus, on va dire pas hostile, mais un petit peu plus dans le négatif. C'est que ça me fait beaucoup penser au RP Forum, où les personnages y construisent leur histoire, ils sont balèzes, ils sont irréprochables, chaque péripétie, ils arrivent à les surmonter, il n'y a pas une once de difficulté. Quand il y a une difficulté, c'est par rapport à une espèce de tournure narrative qui soit fait écho à son passé, soit en fait révèle quelque chose chez lui et qu'il y a une espèce de trauma, mais quelque chose qui va être très très vite surmonté. Bon, ça c'est tout à fait normal puisque quand on regarde les structures de certains éléments d'Isekai, on parle d'Alice au pays des merveilles ou du magicien d'Oz, chaque personnage que Magicien d'Oz qui accompagne Dorothy, c'est ça, qui accompagne Dorothy, a quelque chose qu'il n'arrive pas à surpasser, une peur qu'il a du mal à surmonter. Toutes ces choses mises en place fait que chacun aura son parcours. Sauf que quand tu passes dans un parcours qui est complètement étroit, où il arrive à passer les étapes rapidement, on est dans cette espèce de quête de la power fantasy du superlatif, de j'arrive à tout faire. Et là, c'est là où ça devient intéressant, c'est que intéressant de comprendre pourquoi ça foire. C'est que le personnage a une capacité cheatée, ou c'est un monde de jeux vidéo et le mec, il a non seulement repris clé en main, je prends des exemples bien précis, mais il a clé en main pas mal d'outils qui va lui permettre de réussir. Puis, en fait, il a même des éléments pay to win parce que le pay to win peut exister. Et en plus de ça, pas mal de choses qui ont déjà été mises là dans son monde par peut-être ses proches qui vont fonctionner. Quand ce n'est pas un personnage qui a une compétence on va dire, qui est beaucoup trop convéniente, on parle vraiment de la oui, voilà, on va parler de la convénience, c'est-à-dire le fait que c'est bien pratique, hein, qu'il est dans un monde, c'est un monde parfois de fantasy féodale, tout ça. Et le mec, il a une capacité, ben c'est genre, ben en fait, je développe de l'argent, mais typiquement, soit l'argent du monde qui va finir par récolter, ou soit un argent spécial qui lui est exclusif, et puis il va avoir des objets. Le mec n'est pas spécial, entre guillemets. Très peu d'isekai ont des personnages qui avaient une excellente compétence dans leur ancienne vie et qu'ils arrivent à briller dans le nouveau. C'est très souvent, on leur donne plutôt une capacité cheatée. Donc quand tu arrives à ça,
Et que le personnage n'est pas spécial, mais c'est juste que le gars, c'est pas un géopoliticien, c'est un mec qui a la culture de base en matière de géopolitique. Parce que il était à l'heure de l'information, et c'est un clampin qui a deux trois infos. Mais par contre, au bout de 3 mois, le mec, il a un royaume dont il peut déjà administrer. Que ce soit quelqu'un qui a déjà une bonne culture de l'administration, j'ai déjà vu un isekai où c'était le cas, où le gars, et c'était vraiment un, comment dire ça, c'était plus ou moins un secrétaire, donc c'est quelque chose par exemple auquel je pourrais m'identifier. Mais le mec, il a une bonne connaissance de l'administration, des papiers, des choses comme ça. Bah, c'est très sympa de voir ce personnage-là évoluer. Et lui, il a au moins la compétence parce qu'on te dit dès le départ, il était bon à ça. Mais ce n'est pas le cas dans la majorité des personnages. Ils ont un pouvoir, le pouvoir est très balèze, et ça va aller en crescendo, et il va traverser la vie comme un long fleuve tranquille, avec quelques difficultés pour donner l'illusion en fin de tome ou en fin de saison que ça va être mieux, mais en fait. Donc à cela se rajoute évidemment le fait qu'il soit trop balèze. Et puis surtout, je crois qu'on a passé toutes les modes. On a passé dans, je veux dire par exemple, un des plus grands représentants, c'est Sword Art Online. Sword Art Online, je suis arrivé à une époque où, en fait, je suis arrivé à un moment où c'est tellement mauvais ce qu'on te montre dans les isekai, parce que là, j'ai dit, je donnerai pas de nom. Si je donne le nom de Sword Art Online, c'est que c'est un grand représentant et que je trouve qu'il se débrouille, il se débrouillait peut-être pas si mal que ça, et que j'en suis venu à me dire, entre Sword Art Online et l'époque où on est à ce moment-là, je suis au point où je me disais, Sword Art Online, sur certains points de point discutables, ça avait l'air nul, mais il y avait quand même certains bons atouts, comme par exemple le personnage qui mourait peut-être dans le jeu vidéo pouvait mourir en vrai. Et il y avait toujours cette question, est-ce qu'on est dans le monde, est-ce qu'on est dans le jeu, est-ce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a l'époque où en fait il a ouvert la voie, ben, il avait quand même pas mal de bonnes choses pour lui. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Donc on est passé à un gars qui va dans un autre monde, à un gars qui se réincarne, on est passé à un gars qui se réincarne, à un gars qui se réincarne et qui en fait est cheaté, c'est-à-dire que dans le nom même de l'œuvre, on te dit que le gars il a un pouvoir, c'est pas normal, il est cheaté. Si encore c'est un ressort comique, mais des fois pas du tout. Ensuite, on te parle de réincarnation où le personnage, c'était soit une grande figure, soit un gros loser qui finit dans une strate très très haute de la société en parallèle de là où il a grandi, ou soit il était extrêmement balèze dans un milieu parfois obscur, mais qu'il est dans un milieu soit plus léger et il commence à voir un peu la dureté du monde qu'il avait auparavant en voyant ce qui lui arrive maintenant, ou encore qu'il était dans un monde très très dur et que ses connaissances d'avant arrivent à le sauver maintenant. Donc tout n'est pas à jeter. Et on est passé de ça, donc là c'est les isekai, à une bâtardisation, littéralement je l'appelle comme ça, une bâtardisation de la fantasy en général fait par les orientaux, où on est passé de ça à on m'a kické du groupe, donc je vais me venger. On m'a fait du tort, ben, je vais me venger. Vous savez quoi? Je me fais Isekaied parce que, en fait, c'est un exemple, hein, c'est un exemple, hein, mais je crois que cet exemple existe en plus. Bah, je me faisais bully, j'ai fait un school shooting, je suis mort, ah ben, je me suis réincarné. En fait, ou bien c'est des histoires de trahison, des histoires on a viré le mec du groupe, ou le gars, on ne comprenait pas pourquoi il est spécial, ou bien le mec, il avait une compétence, et en fait, il tenait le groupe en place, mais on le virait parce que certaines personnes se sentaient menacées, mais il faut aller le chercher pendant que le gars, il fait sa bonne vie. On est dans une espèce de détresse, on est en train de cibler la détresse des personnes cibles, puisque ce sont les lecteurs sont des lecteurs cibles, pour pouvoir en fait capitaliser là-dessus
Parce que c'est des mecs où ils peuvent se dire ah ouais, mais je veux tellement avec lui, mais je voudrais avoir tellement l'attention. Encore une fois, ça tombe dans la psychanalyse du dimanche. Mais le pire, c'est que j'aurais aimé faire de la psychanalyse du dimanche, et puis en fait, je me dis je me trompe peut-être. Mais c'est pas l'impression que ça me donne. Mais pourtant, si vous êtes là et que vous êtes toujours en train de regarder les choses, ben, ça ne veut pas forcément dire que l'isekai n'est pas bon à regarder, parce que ma conclusion va vous surprendre. Elle va vous surprendre. Parce qu'il y a des isekai qui ont quand même bien, qui ont quand même été bien. Je ne vais pas vous lister, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive. Il y a des isekai où en fait c'est quand même un truc assez cosy. Et en fait, c'est un truc de comédie. C'est une fenêtre ouverte sur une petite histoire. Tu la consommes. Tu te dis ah c'était bien. Je vais m'en souvenir parce que franchement c'était bien. Donc ça c'est dans le plus de strate la plus bas. Ensuite tu peux avoir un truc qui est très intéressant. Là je vais devoir donner un exemple. De toute façon je connais pas le nom. Donc vous allez vous démerder. C'est un isekai que j'ai vu où un mec était un catcheur dans la vraie vie et qu'il voulait monter une animalerie avec ses économies. Il arrive dans un autre monde, il n'est pas sûr de pouvoir y retourner, donc il se dit, je vais faire briller ma discipline, je vais montrer aux gens l'art du spectacle qu'est le catch dans ce monde-là, puisqu'ils ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et même si j'ai affronté des gens en utilisant ces techniques et que le gars il est connu pour ça après, il veut à tout prix montrer, pas que c'est le mec le plus balèze, mais il a envie de montrer sa discipline, son spectacle, il veut le standardiser. Il veut que ce soit un art du spectacle qui soit reconnu. Et il y arrive à la fin. Mais le truc le plus intéressant, c'est que à la fois les gens de l'autre monde, mais aussi le spectateur moyen, comprend les ficelles de ce qu'est le catch. Et c'était un très très bon exemple. Et des exemples, il y en a plein. Le truc, c'est que soit c'est trop cosy et il se passait rien, et en fait, quand c'est cosy, quand je dis cosy, c'est un monde où les protagonistes sont dans une bulle, le monde est peut-être dur, il y a des moments où il y a des choses qui arrivent à entrer dans cette bulle, mais dans l'exemple, c'est très cheesy. Je crois que c'est le bon terme. Et j'ai remarqué que c'est devenu quelque chose de facilement consommable. Pas de ma part, mais de la part de ceux qui observent, qui consomment le truc. Mais après, on consomme tellement d'animés, de mangas, pour ceux qui aiment les animés et les mangas. Et je dis, bon, je m'exclus pas spécialement dedans, puisque j'essaie de voir comment la courbe évolue au niveau des histoires. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'appréciation des gens fictifs ou des trucs. Donc ça m'intéresse. Je regarde. Oh, oui, je disais. Et puis vous avez le fait que euh, observer les différents gens, ça, à des moments tu te dis, ouais bon, ça a l'air nul. Donc je vais pas le regarder. Surtout que on a, et je crois qu'on est au Japon, par exemple, ils ont perdu beaucoup d'animateurs qui étaient très très forts. Les gens n'ont pas pu hériter de ces techniques parce qu'ils ne les enseignaient pas. Et résultat, il y a beaucoup de trucs d'animation qui deviennent vraiment à chier. Voilà. Donc, les plus gros problèmes, la détresse du public cible, qui fait que ça fonctionne, les compétences cheatées, le personnage auquel on s'identifie pour de très mauvaises raisons, le, on va dire aussi, comment dire ça, on va dire aussi le fait que les personnages soient trop cheatés, et voilà. Donc, je pourrais finir avec une conclusion en vous disant tout simplement ben, c'est quoi ma conclusion là-dessus. Mais avant, je voudrais vous raconter plutôt c'est quoi mon isekai préféré, c'est quoi mon histoire d'isekai préférée que j'ai aimé. Ah ben, bizarrement, c'est un qui est très connu pour ceux qui ont une culture jeu vidéo. C'est Final Fantasy Tactics Advance. En gros, je vous explique rapidement l'histoire. C'est l'histoire d'un personnage principal, donc je sais que ça peut varier entre les pays, mais il s'appelle March en version française, où il arrive dans une nouvelle école. Je crois qu'il est collégien ou un truc comme ça. Et c'est un coin pourri et l'ambiance fait. Alors c'est vraiment, on va dire, euh, ça a vraiment un côté très londonien, là où ils habitent. Mais c'est pas important. Il arrive, il est dans une école, ils font une bataille de boules de neige. Le truc, c'est que la bataille de boules de neige, c'est pour apprendre les mécaniques du jeu.
Mais le plus important, c'est que à un moment, il finit par, on finit par passer à certains éléments. On est au contact de certains éléments avec les autres personnages qui l'accompagnent. Je fais exprès de vous en parler là maintenant et que je vais explorer ça plus tard. Et puis, à un moment, il trouve un grimoire, puisqu'il y en a un qui a trouvé un grimoire, et le grimoire ressemble vraiment, au niveau des illustrations, à du Final Fantasy. Parce que dans ce monde-là, dans leur monde, Final Fantasy, c'est une franchise de jeux vidéo comme nous. Et après avoir lu la formule de grimoire qu'il ne fallait pas, ils finissent par tomber dans le monde de Final Fantasy. Ils ne savent pas si c'est le monde qui est devenu Final Fantasy ou s'ils sont tombés dans le monde de Final Fantasy. Et jusqu'à la fin, la frontière va être floue. Alors pourquoi pour moi c'est la meilleure œuvre d'Isekai? C'est parce qu'en fait j'aime bien le protagoniste. March, c'est pour moi un très très bon protagoniste. C'est pas un protagoniste auquel tu t'identifies. Et c'est pas non plus spécialement un protagoniste que tu as envie de suivre. Il fait partie de la troisième catégorie. C'est un protagoniste, tu te dis, il a l'air hors du propos du monde, mais tu as envie de voir ce qu'il a à raconter. Parce que, je vous ai parlé de March, il tombe dans le monde de Final Fantasy, et vous avez vu que quand j'ai fait le résumé, j'ai pas dit le but c'est de continuer dans le monde, ou je n'ai pas dit non plus le but c'est qu'il retourne dans son monde. Mais dans ce cas-là, il a envie de retourner dans son monde. Mais ses principaux obstacles, ses principaux adversaires dans l'histoire, ben, c'est pas les créateurs de Final Fantasy à proprement parler. Ce sont les gens qu'il a côtoyés qui, potentiellement, n'ont pas envie de rentrer chez eux. March, c'est quoi son problème à lui? Puisque c'est un moment où ça se passe dans l'introduction. Là, je vous raconte juste l'introduction. Ben, dans l'introduction, March, ce qu'on sait de lui, c'est il a un frère qui est malade, il passe très souvent ses journées à l'hôpital, et qu'il est en fauteuil roulant. Ça, c'est le petit frère de March. March, le seul truc qui cloche, entre guillemets, dans sa famille, c'est que son père s'est barré. L'autre personnage, et c'est peut-être lui qui va être le principal antagoniste, c'est Mute. C'est un jeune garçon du même âge que March, logiquement, qui est très timide et qui a un ours en peluche, toujours avec lui, que sa mère lui a offert parce qu'il a, en fait, il a perdu sa mère très très jeune et que du coup, c'est compliqué pour lui. Et il a du mal à évoluer, il a du mal on va dire, il a du mal à évoluer socialement. Et le pire, c'est qu'il se fait bully, puisque dans la bataille de boule de neige, quelqu'un balance une boule de neige, il y a une pierre dedans. Donc on comprend bien que c'est le souffre-douleur. Puis il y a Ritz, qui est un personnage féminin, et qui, en fait, elle, son problème, il est différent. Après, il est un peu fantaisiste, mais il est plutôt pas mal, puisque ça permet, en fait, de parler d'héritage. Elle est censée avoir les cheveux blancs, mais elle se teint les cheveux en roux ou en rose, puisque dans les animés, les mangas, tu dis te teindre en roux, ça peut être un rose, ça peut être un rouge, ça peut être un violet, ça peut être un indigo. Bref. Le truc, c'est que comme elle se teint les cheveux, elle a des désaccords avec sa mère, qui a les cheveux blancs. Et évidemment, si tu es entouré de jeunes garçons et t'as les cheveux blancs, on sait que t'as les cheveux blancs, et t'es une meuf, ah ben c'est double tarif. Les jeunes peuvent être cons. Je peux vous l'assurer, les jeunes peuvent être cons. Et chaque personnage que j'ai présenté, j'en ai même oublié un, c'est le Pierre de Mute que tu croises à un moment. Il sort d'un bar avec une personne embarrassée. Probablement qu'il a versé de l'alcool, il a vomi dessus, etc. Ou même il y a eu une bagarre. On sait qu'il vit très très mal la mort de sa femme. Ah ben, ces trois personnages-là vont être les principaux adversaires de March, puisque ils auront des positions qui sont, on va dire, très très différentes les unes des autres. En premier lieu, t'as March, il arrive dans le monde et c'est un personnage qui va découvrir le monde. Ritz, c'est à peu près pareil.
Mais on va dire que c'est quand même intéressant parce qu'en fait, Ritz, elle a des capacités proches des Viera. Donc les Viera, c'est une race très présente dans les Final Fantasy, surtout récents. Ce sont des femmes lapines, donc elles ont elles ont une peau brune, elles ont une peau, voilà, noire, mais elles ont les cheveux blancs et du coup, elle peut s'y identifier. Et elle s'est d'ailleurs fait une amie qui va lui dire que c'est vrai qu'il y a un petit côté Viera chez elle. Est-ce qu'il y a des parallèles qu'il faut voir? Je sais pas. Mute, c'est l'empereur d'Ivalice, donc la contrée fictive dans laquelle ils atterrissent. Et le père de Mute est juge suprême. Comment dire ça? Le frère de March, lui aussi, il est dans l'autre monde. Il peut marcher, il n'a pas de problème de santé ou quoi que ce soit. Ce qui fait que lui non plus n'a pas envie de rentrer. Et il devient ami avec l'ami que s'est fait March, qui s'appelle Mont Blanc, qui est un Mog. Voilà. Et le truc, c'est que au fur et à mesure du temps que ça évolue dans l'histoire, March n'est pas tout à fait sûr qu'il est en train de faire la bonne chose. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il sait que ses problèmes, ou les problèmes du monde, ou les problèmes des personnes avec qui ils sont rentrés, au fur et à mesure qu'il les recroise, ne vont pas se régler en restant dans ce monde-là. Ce monde-là, il est, après tout, le monde, il y a ce que les mécaniques te montrent, et il y a ce que l'histoire te raconte. Dans ce monde-là, c'est plus ou moins un jeu. C'est-à-dire que il y a des cartes qui t'interdisent de faire certaines actions et d'autres qui te les récompensent. Tu fais des combats, tu tombes KO, tu ne meurs jamais vraiment. Sauf quand tu vas dans des endroits de non-droit et qui n'est pas sous l'influence des juges qu'on appelle les JAG, où là où tu peux vraiment mourir, Mais mis à part ça, les personnages vivent dans une espèce de rêve. Et le but, petit à petit, c'est de permettre à tout le monde d'ouvrir les yeux, ou en tout cas, pour Marsh, de pouvoir rentrer chez lui. Et je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il vaut mieux que vous voyez, puisque de toute façon, dans les jeux tactiques de ce genre-là, d'habitude, l'histoire, elle est plutôt poussée. Mais là, l'histoire est beaucoup plus légère, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de l'essayer si vous voulez aller regarder sur... C'est sur Game Boy Advance que c'était sorti, il y a un 2 sur DS, mais pour moi il n'existe pas. Voilà, je vous conseille vraiment de regarder ce Final Fantasy là. Voilà. Bien, ben on va arriver à la conclusion, c'est un peu plus long que d'habitude, mais bon, enfin plutôt dans les mêmes eaux que les dernières vidéos, mais bon. Alors c'est quoi ma conclusion? L'isekai est un genre fictif qui a sa légitimité. Au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre quelque chose d'assez essentiel. La posture d'un personnage qui va dans un autre monde permet de faire des parallèles, de permettre à la personne de se mettre dans une situation inédite pour pouvoir grandir plus rapidement et peut-être affronter son monde. Ou à l'inverse, si son monde est détruit, il ne peut pas, ou en fait, il ne peut plus jamais revenir dans ce monde, que les erreurs qu'il a fait dans le monde réel ne se reproduisent pas dans le nouveau monde et qu'il ne refasse pas les mêmes erreurs, ou en tout cas qu'il arrive à surmonter les traumas. Donc, la conclusion que j'aurais à faire, c'est que est-ce que le genre Isekai, il est légitime, puisqu'il y a des fois la question qui se pose, est-ce qu'il est légitime? Je pense que oui. C'est quelque chose qui a toujours existé d'une certaine façon dans certaines œuvres antérieures, je pense, mais qui est quand même une construction récente, hein, on va pas se le cacher, et qui a vraiment moyen de raconter quelque chose de bien avec cette posture-là. Le problème, c'est qu'il a énormément de mauvais représentants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été classifié comme tel, jusqu'à nos jours, ben, il est tombé dans l'ère moderne. C'est-à-dire les œuvres qui n'étaient pas cultes ou les œuvres qui n'étaient pas très considérées ou qui n'étaient pas très connues, ils tombaient dans l'oubli avant. On est arrivé dans l'ère de l'information, donc même une œuvre ou quelque chose qui est mauvais, tu peux en avoir la visibilité parce que il y a des choses qui changent en fait. Il y a des personnes qui adorent les œuvres underdog.
Après, je pense que ça, c'est surtout de l'esprit de contradiction pour la plupart. C'est, on n'aime pas... Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment cette histoire. Ouais, mais moi, je l'aime bien, donc je vais en parler, je vais le trouver sympa. Ou bien vous avez toujours vu ça sur les réseaux sociaux, ça existe, c'est... Ah, tel truc est sous-estimé. Non, calme-toi, calme-toi. C'est pas sous-estimé du tout. Personne n'a dit ça. C'est juste que toi, t'aimes un truc, tu voulais qu'il soit plus connu, et en fait, tu essaies de répandre la misère que toi tu penses que ce n'est pas plus connu pour essayer de faire gagner du capital sympathie. Tout comme de la même façon, quand quelqu'un ou quelque chose progresse énormément jusqu'à un certain point, il lui faut des contradicteurs. Et beaucoup de contradicteurs ne sont pas des bons contradicteurs, ce sont des contradicteurs de merde. C'est-à-dire que c'est pas ils n'aiment pas le truc parce que c'est surcoté de ouf, parce que c'est nul. C'est parce que ils n'aiment pas spécialement le truc, mais c'est brave parce qu'une majorité l'aime. Et c'est aussi simple que ça. Et ce truc-là, tu peux l'appliquer à n'importe quel jeu vidéo, n'importe quel élément, n'importe quel individu, n'importe quelle célébrité récente. On a ce truc de considérer un underdog parce que on veut attiser de la sympathie et que nous, on aime ça, et l'autre, c'est la même chose. Donc, finalement, l'affect, même si l'art est subjectif, ou la vision qu'on peut avoir d'une personne peut être subjective, l'affect finit par être un élément qui pousse les gens à dicter tel ou tel aspect. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Ah, mais j'aime pas. Bah, du coup, je vais dire que j'aime pas parce qu'en fait, il y a assez de gens qui aiment bien et donc je vais pouvoir taper dessus. Et inversement. Voilà. Le truc, c'est que le genre Isekai a de très, très peu de bons représentants et aussi a la grande quantité de ce qui a été présenté. On est à l'heure de l'information, donc on regarde beaucoup de merde. Voilà. Après, ça serait pas compliqué de faire pour moi un bon départ d'une bonne œuvre d'Isekai. Parce que pour moi, ça serait quoi les bonnes bases de départ pour une bonne œuvre d'Isekai? Ben, on peut juste se baser sur ce que, par exemple, je vois qui échoue et puis les appliquer. Ça veut dire, par exemple, il faut juste que le personnage, quitte à s'y identifier, vaut mieux qu'il ait une véritable évolution et qu'il ait des moments où il galère vraiment. Voilà. Qu'il faut aussi arrêter avec cette démarche de la power fantasy, de oui, il est super, il est grand, il est beau, il attire toutes les conquêtes, etc. Et peut-être l'amener à hauteur d'homme vis-à-vis de ce qu'il était. Parce que un personnage peut gagner de la confiance en lui en ayant un pouvoir et en traversant les péripéties. Mais quand tu vois que ce process-là passe vite, est-ce qu'il ne succombe pas du coup à comment dire ça? Est-ce qu'il ne succombe pas du coup à l'ivresse de pouvoir? Ce que fait un antagoniste d'ailleurs. Un antagoniste de saison, un antagoniste d'arc narratif. C'est la bonne question à poser. Et puis, je pense que ouais, ça serait déjà les bonnes bases. Bon, là j'ai parlé de la fiction. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si possible. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, ça sera un JJR. Puisque le but, ça sera vraiment de dire les isekai, qu'est-ce qui ne va pas chez les isekai dans les jeux de rôle. Plutôt, quel est le problème? Et là, on va plutôt explorer ça beaucoup plus en détail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner des retours. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à poser des commentaires pour m'expliquer qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Ou même si vous, par exemple, vous connaissez le genre Isekai et vous n'arrivez pas à la même conclusion, n'hésitez pas à le dire non plus. Peut-être que je ferai un petit édito après pour pouvoir y répondre ou je répondrai en commentaire. Je vous dis à la prochaine fois. Amusez-vous bien. Salut.